Eh bien, bonjour à vous tous, c'est Marco pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo 7 sur Python. Alors cette vidéo, elle est plus destinée donc aux élèves qui veulent aller un peu plus loin que le cours basique de SNT. Je pense à tous les membres du club Python. Voilà, qui veulent donc s'améliorer sur un certain nombre de points. Alors, le thème de cette vidéo, ce sont des astuces, des trucs et astuces, on pourrait dire une espèce de boîte à outils, qui vise essentiellement à mieux contrôler les saisies. Alors, quel est le sujet? En fait, c'est que quand vous écrivez des programmes, bien évidemment, il va y avoir des interactions avec les utilisateurs. Alors, en général, les utilisateurs font ce qu'on leur demande, mais il arrive souvent que l'on veuille contrôler ce qu'ils saisissent de façon à éviter les erreurs, de façon à éviter ce qu'on appelle les plantages. Alors on va voir des exemples, mais c'est quelque chose qui est important quand on programme, c'est de vérifier que l'utilisateur qui connaît a priori rien à l'informatique puisse se trouver dans une situation où tout le programme s'arrête avec des messages d'erreur partout auxquels il ne comprend rien. Et c'est souvent d'ailleurs ce que les professeurs d'informatique feront, c'est d'essayer de faire planter vos programmes pour voir si vous avez bien envisagé tous les cas possibles. Alors on va démarrer avec un premier exemple. Alors nous nous retrouvons donc dans Python et on va essayer justement d'essayer de voir un peu les questions que posent ces contrôles de saisie. Alors on commence tout simplement, on va faire saisir deux nombres à la personne avec la fonction input et on va simplement faire afficher par exemple la multiplication et la division, d'accord, très simple qu'on avait déjà fait. Donc je fais saisir deux nombres, je regarde, je calcule la multiplication, voilà, je mets là, je calcule, voilà, j'appelle une variable mult et je vais faire afficher donc le résultat de la multiplication et puis de la division. On n'a qu'à faire les deux en même temps, comme ça sera très bien. Tout sera parfait. Voilà, je fais afficher, donc avec la petite commande format, nombre 1 multiplié par nombre 2 égale mult. Je calcule la division, nombre 1 divisé par nombre 2. Et c'est parti, mon kiki, je lance mon programme. Alors, donner un nombre, 12, donner un deuxième nombre, 5. Bam! Qu'est-ce que je vois? Je vois tout un paquet là de messages en rouge, c'est-à-dire que mon programme plante. Alors c'est vraiment ce que l'on veut éviter quand on fait de la programmation. On veut éviter que les utilisateurs qui a priori ne connaissent pas la programmation se trouvent avec des messages comme ça, complètement incompréhensibles. Mais en même temps, voilà, alors il y en a qui peuvent être de notre faute, parce qu'on a mal programmé, il y en a qui peuvent être plutôt, on va dire, de la responsabilité du utilisateur qui aurait tapé n'importe quoi, mais enfin en l'occurrence il n'a pas tapé n'importe quoi et ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? On le sait, parce que tout simplement, la fonction input renvoie un objet de type chaîne et nous on veut faire des calculs dessus. Alors on va essayer de mettre un int dedans tout de suite. Hop, je fais un int. Donc ça va me transformer ma chaîne du nombre 2 en nombre. C'est parti mon kiki, je relance. Alors je fais exprès de faire que la chaîne nombre 2 pour voir ce que ça donne. 12. Je multiplie par 2. Alors déjà, premier truc, c'est que 12 fois 2, ça nous fait 1212, alors que ça devrait faire 24, et en plus on a un gros message d'erreur là, qu'on peut essayer d'ailleurs de comprendre, qui n'est pas si compliqué, ce qui nous dit type error. En gros, vous ne pouvez pas faire des divisions entre des chaînes et des entiers. Logique. Donc on va mettre un int là aussi, et normalement c'est bon. Donc, donner un premier nombre, 12, donner un deuxième nombre, 2, 12 fois 2, 24, 12 divisé par 2, 6, c'est parfait. Donc, on peut se dire que notre programme est OK. Alors, est-ce qu'il est OK? En fait, il n'est pas si OK que ça, parce que si je le relance, donner un premier nombre, et que je tombe sur quelqu'un qui, au lieu de me taper 10, m'écrit 10, après tout, pourquoi pas, et bien à ce moment-là, de nouveau, gros plantage, il me dit, je suis pas capable de transformer 10 en nombre, c'est normal, 10 pour lui c'est les caractères, il n'est pas capable de comprendre que
10, DIX est égal au nombre 10. Donc tout ça ne fonctionne pas. Alors vous allez me dire, c'est un peu, l'utilisateur est un peu idiot, mais c'est pas exclu. Alors comment on va régler ça? On peut faire, il y a deux grandes méthodes, on va les voir successivement. Alors la première, c'est de vérifier ce que la personne a tapé avant de le transformer. Donc on va revenir à notre version de départ, on va juste saisir une chaîne de caractères, on va le faire pour nombre 1, et on va faire donc une boucle sans fin. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boucle sans fin? C'est une boucle while, comme vous avez appris, et on va taper while true. Alors je n'oublie pas mon indentation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu bizarre. While true, ça veut dire fait tant que c'est vrai. Alors que quoi est vrai, on ne précise pas. Donc c'est un peu, au début quand j'ai appris à programmer en Python, ça m'a laissé un peu perplexe. En fait, c'est une formulation qui veut dire que tu le fais de toute façon, quoi qu'il arrive. Et la seule manière de sortir donc de cette boucle, eh bien, ça sera d'utiliser la commande break. Donc on va essayer de s'assurer que la chaîne, que nombre 1 est bien un nombre avant de le transformer. Et tant qu'on n'est pas sûr de ça, on ne fera pas la transformation. Alors, comment s'assurer que nombre 1 est un nombre? Alors, l'air de rien, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Je vais vous donner quelques trucs, mais qui ne marchent pas, très honnêtement, dans 100% des cas. Alors, la première possibilité, ça serait de faire un test sur ce que contient les caractères que contient nombre 1. Alors, il y a une fonction qui s'appelle isDigit. Alors, qu'est-ce que c'est que isDigit? Ben, c'est une fonction, enfin c'est une méthode exactement, qui renvoie vrai ou faux, suivant qu'une chaîne de caractères contient ou pas, contient des chiffres. Alors, on va taper ça, on va faire notre petit test, on va dire if nombre 1. isDigit. Alors ça dit quoi? C'est-à-dire si nombre 1 est composé uniquement de chiffres. Alors ça c'est déjà pas mal, hein, on va pouvoir tester ça. Alors si c'est composé de chiffres, on va le traiter. Si c'est pas composé de chiffres, donc si la personne a tapé des lettres, on veut boucler. Alors ce qu'on va faire, on va le faire à l'envers, on va dire if not nombre 1 isDigit, c'est-à-dire que si nombre 1 est composé d'autre chose que de chiffres, et bien à ce moment-là, on va boucler. Et comment on force un bouclage dans une boucle while? On a la commande qui fait ça, qui s'appelle continue. Voilà. Donc ça va nous permettre de vérifier que nombre 1 contient uniquement des chiffres. Alors si ça contient uniquement des chiffres, bien à ce moment-là, youpi, on va pouvoir simplement lui dire, dans ce cas-là, si ça contient des chiffres, tu le transformes en nombre et break, c'est-à-dire tu quittes la boucle. Et à ce moment-là, on a fait notre première partie du travail, c'est-à-dire qu'on est sûr que nombre 1 contient uniquement des chiffres. D'accord? Donc ça, on va tester si ça marche. Pour l'instant, je ne touche pas à nombre 2, comme ça on voit si ça marche. Donc je lance, donner un premier nombre, allez, 10 en lettres. Bam, vous voyez, ça repose la question. 9, ça marche pas. Par contre, si je tape le chiffre 9, ça sort de la boucle et ça passe à donner un deuxième nombre, 18. Alors je peux même là, vous voyez, mettre un petit message, hein, je peux mettre print, quelque chose du genre, attention, virgule, uniquement des chiffres. Voilà. Donc je revérifie si ça fonctionne. Je tape 10 et j'ai un petit message. Attention, uniquement des chiffres, donner un nombre. Hop, tac. Attention, donner uniquement des chiffres. Prenez un nombre, 152, 56 et ça me fait mon opération. Voilà. Donc ça m'a permis, on va dire, de régler un certain nombre de cas. Alors, si je l'ai fait pour nombre 1, il faut évidemment que je le fasse pour nombre 2. D'accord, donc je vais le faire aussi pour nombre 2. Je fais juste un copier-coller. Je fais une deuxième boucle infinie. Nombre 2. Donner un deuxième nombre. Je vais reprendre d'ailleurs cette commande-là en entier. Voilà. Hop. Alors surtout je ne fais pas le int, puisque je vais vérifier
Voilà, si nombre 2 n'est pas isDigit, attention uniquement des chiffres, je boucle, et ensuite j'ai juste à transformer nombre 2 en nombre 2, en sa partie entière. Voilà, et après je peux normalement donc afficher, donc faire tous mes calculs, et normalement c'est bon. Donc je lance mon petit programme, donner un premier nombre, toc toc, ça marche pas, 15, donner un deuxième nombre, je fais la même chose, ça marche pas non plus, je tourne les chiffres, 56, et ça marche. Voilà, donc ça c'est une version qui n'est pas parfaite, je vais vous expliquer pourquoi, mais qui permet quand même de régler un certain nombre de choses. On peut aussi, par exemple, vérifier que le nombre n'est pas trop grand. Hein. Par exemple, si je donnais un nombre, et vous voyez, je mets donner un nombre, et la personne commence à... Alors j'ai appuyé par erreur, mais donner un nombre, et que je me mets à taper un nombre, j'en sais rien, moi, comme ça. Alors ça contient que des chiffres, hein, mais vous voyez que... voilà, ça va me poser un problème, évidemment, ça n'a aucun sens. Alors, ceci étant, ça donne une réponse, hein, mais on voit bien que la personne a tapé n'importe quoi. Alors on pourrait aussi vérifier, par exemple, que le nombre ne correspond pas, que le nombre n'est pas plus long qu'un certain nombre de caractères. D'accord? Donc on pourrait continuer à modifier, là, on pourrait mettre elif, donc sinon, si, sinon par exemple, si la longueur de nombre 1 par exemple, est supérieur, je ne sais pas, à 6 ou 7, enfin 6, disons, un des nombres à 6 chiffres, eh bien, je peux lui mettre un petit message aussi, tout bête, hein, par exemple, du type, je sais pas, trop grand, par exemple. D'accord? Hop, je copie, je mets ça là, et je vais lui mettre un message, attention, trop grand. Voilà. Et je boucle. Et évidemment, je peux faire exactement la même chose pour le nombre 2. Hop, je me mets là. Si la longueur de nombre 2, voilà, je lui mets trop grand et je boucle. On va tester. Donner un premier nombre, voilà, je mets ça. Hop, attention, trop grand. Donner et ça me redemande le premier nombre. Faute de frappe. Deuxième nombre. Voilà, ça marchait. D'accord, je rajoute le petit P qui manque. Quand on est un artiste, on fait les choses correctement. Voilà, donc ça, ça permet de régler, je dirais, un certain nombre de difficultés pour contrôler la saisie. Alors, pourquoi je vous dis que ça marche pas toujours ? Parce que en fait dans la fonction isDigit, par exemple, elle ne comprend pas les nombres à virgule. D'accord? Par exemple, si je donnais un premier nombre, je mets 1.25, après tout, pourquoi pas, je mets un gros nombre à virgule, je fais des calculs, vous voyez, paf, comme c'est un nombre à virgule, ça c'est considéré comme non, ça ne respecte pas la propriété isDigit. Donc ça c'est quand même un gros problème, parce que ça voudrait dire qu'on est limité au nombre entier. Vous voyez, donner un deuxième nombre, non, ça ne veut pas, donc il faut que je mette des nombres entiers. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que ça ne prend pas non plus les nombres négatifs. Je veux faire une opération, je sais pas, moins 5, hop, vous voyez, ça ne veut pas, parce que moins 5 ne respecte pas, donc, la méthode isDigit. Donc en fait, il faudrait mettre un nombre entier positif, par exemple, pour que le programme soit un peu plus cohérent. Et donc en fait, la personne est autorisée à rentrer un nombre uniquement entier positif. Alors ça peut être utile quand par exemple vous faites des menus avec des choix, hein, si vous tapez 1, faites ça, si vous tapez 2, ça va faire ça, si vous tapez 3, ça va faire ça. Et donc ça pour ce genre de menu, ça marche bien. C'est-à-dire que voilà, la personne a le droit de taper juste un chiffre. Donc la fonction isDigit, enfin la méthode isDigit va fonctionner parfaitement. Vous pouvez contrôler la longueur, il n'y aura qu'un seul caractère, et vous pouvez traiter ensuite le choix de l'utilisateur facilement. Par contre, si c'est pour faire du calcul, vous voyez que ça vous limite quand même. Donc ça refuse les nombres à virgule et les nombres négatifs. Donc voilà
pour cette fonction while true, hein, c'est-à-dire fait tant que c'est vrai, hein, qui est une spécificité donc en Python, c'est-à-dire qu'on va boucler éternellement tant que le programme ne dit pas clairement de l'instruction break qui permet de sortir de la boucle. Alors ce programme il a un deuxième défaut, mais vous pouvez pas encore le voir parce qu'on n'a pas étudié ça, mais quand on a des blocs de code là qui font exactement la même chose, en général on s'arrange pour pas les répéter. On va avoir une méthode qui va donc s'appelle les fonctions, qui nous permettra justement de le taper qu'une fois et de l'appliquer à différents cas. Enfin, deux cas, mais ça peut être 3, 4, 5, etc. Donc on verra ça dans quelques vidéos. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre solution pour régler donc ces problèmes de contrôle de saisie. Alors, cette deuxième méthode est complètement différente de la première. C'est une instruction donc que vous découvrez là en Python qui s'appelle la commande try. Try qui veut dire littéralement essaie. Et donc Python va essayer de faire un certain nombre de choses. Donc là, en l'occurrence, j'ai repris nos commandes. Hein. Voilà. Mais il nous laisse la possibilité de gérer les erreurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous laisse la possibilité littéralement de dire ce qu'il doit faire en cas d'erreur. Et donc ça, c'est la commande except. Alors on va traiter ça. Alors, vous voyez que try, de nouveau, il y a une indentation. Et donc la commande except, avec 2 points, on n'oublie pas, va dire à Python, voilà, si tu rencontres une erreur, et ben voilà ce que tu dois faire. Alors pour l'instant, on va faire quelque chose de très simple. On va mettre problème, hein, pour voir ce que ça donne. D'accord? Voilà. Je vais juste mettre, voilà, même problème. Comme ça, c'est un terme très générique. Ça marche pas. Et là, l'intérêt, c'est que donc, on va plus avoir de message en rouge en bas. On va juste récupérer on va pouvoir gérer nous-mêmes le problème que rencontre le programme. Alors, essayons de voir ce que ça donne. Donner un nombre. Hop, je tape des caractères. Et là, vous voyez, tout de suite, on me met problème. Ok, donc là c'est quand même mieux, j'ai envie de dire, pour l'utilisateur, parce que au moins il n'a pas un message interne de Python. Alors comment on peut concrètement se servir de ça? D'abord, on va pouvoir lui dire ce qu'il doit faire s'il n'y a pas de problème. D'accord, ça c'est la commande else. Ça veut dire si tu rencontres pas de problème. Alors là, pour l'instant, on va pouvoir par exemple afficher notre résultat, par exemple. Là, on va faire print, peut-être notre petit format habituel. Hop, hop, et on va lui dire, eh bien que A divisé par B est égal à div. Donc, voilà. Si tout ça se passe sans problème, à ce moment-là, il va exécuter cette commande-là. Excusez-moi, le F. Et voilà. Voilà, on va tester ça. Donne un nombre, 15, donne un deuxième nombre, 5. 15 divisé par 5 égale 3. Donc vous voyez que ça c'est bien. Ça dit juste à Python, s'il y a un problème, voilà ce que tu fais, et s'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, tu fais ce que tu dois faire, c'est-à-dire que tu fais ton calcul. Alors, évidemment, vous voyez, ça n'oblige pas à ressaisir, mais on peut mettre tout ça dans une boucle while. D'accord? On peut dire while true, ce que vous avez appris tout à l'heure. D'accord? Et à ce moment-là, c'est tout ça que je vais essayer de faire dans ma boucle while. Donc je vais faire une indentation. Alors on y va, je vais indenter tout ça. Voilà, hop, et hop. Et à ce moment-là, je sors de la boucle while avec mon break quand il n'y a pas de problème. Et mon programme continue. Donc ça va fonctionner bien. Donner un nombre 15. Donner un deuxième nombre, je mets n'importe quoi.
Eh ben, problème, donner un nom. Vous voyez, ça recommence, on reboucle, puisque finalement, je n'ai aucune raison de sortir de cette boucle, qui est une boucle infinie. Donc tant que la personne n'aura pas donné deux nombres valides, eh bien, l'opération ne se fera pas. Alors je peux afficher mon div par exemple avec, vous avez vu, hein, 2.1 par exemple, 2f pour 2 décimales. Voilà, je recommence, 56, 85, voilà, ça, c'est plus beau comme ça. Voilà, donc ça, c'est une solution qui est pas mal. Le seul problème que l'on a ici, c'est justement ça, c'est ce mot problème qui est un peu, je dirais un peu vague pour l'utilisateur et qui lui donne pas véritablement d'indication sur ce qui se passe. Hein, je recommence, vous voyez, donner un nombre, tac, problème, ah bon, donner un nombre, problème, à 15, donner un nombre, problème, alors problème, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas ce qu'on fait, etc. Alors en fait, Python nous permet d'identifier les erreurs qui ont été faites. Alors, comment ça se passe? Si je retourne dans la console pour vous montrer. Si je fais par exemple A égale int de TTTT, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une erreur. Une erreur que vous connaissez, vous l'avez déjà vue, vous voyez que cette écriture en rouge. Et en fait, cette erreur, elle a un nom, vous voyez, elle s'appelle value error. Et ben, en fait, je peux demander à Python de indiquer spécifiquement ce qu'il doit faire dans le cas de cette erreur. Donc je vais taper ma commande except. Voilà, mais je vais indiquer, alors je ne les connais pas par cœur, mais vous voyez ce que je fais, hop, je le prends là, je le copie, et je le mets là. Et donc, je vais lui dire, eh bien, un message d'erreur du type, attention, saisie incorrecte. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, ce qui va se passer. Donner un nombre, hop, attention, saisie incorrecte. 15. Donner un deuxième nombre, hop, attention, saisie incorrecte. Alors, attention, la boucle recommence, hein, et recommence au premier nombre. Hein. 15, 0, problème. Alors, pourquoi problème? Parce que division de A par B, division par 0, c'est impossible. Ce n'est pas une value error. Donc, puisque ce n'est pas ça, il va tomber dans l'except qui est là, qui est le except générique problème. Alors, je peux de nouveau intercepter ça. Comment ça va se passer? Si je fais, par exemple, A égale 2 divisé par 0. Il va me dire, attention, c'est impossible, division par 0. C'est une erreur, 0 division erreur. Je vais faire exactement la même chose que là. Je vais intercepter mon erreur. Hop, je vais mettre except. Alors, cette fois-ci, c'est pas value error, c'est 0 division error. D'accord? Donc je copie ça, je le mets là, et je vais lui mettre un petit message du style print. Attention, division par 0, impossible. Division par 0, impossible. Voilà. Donc je relance mon programme, donner un nombre 15, donner un deuxième nombre 0, attention, division par 0 est impossible. Et vous voyez que là, l'utilisateur est complètement prisonnier, c'est-à-dire qu'il est obligé de rentrer des informations qui vont de façon à ce que le programme, de toute façon le programme ne plantera plus, puisque même s'il y a une erreur, on va dire, quelle qu'elle soit, à la fin, ça mettra juste print problème. Ce qui, de toute façon, sera toujours mieux pour un utilisateur lambda qu'un message Python en rouge auquel il ne comprend rien. Alors, l'intérêt de cette commande try, donc vous voyez, c'est que ça intercepte donc les erreurs, mais que l'on peut même créer nos propres erreurs. Ça veut dire indiquer à Python qu'il y a des choses que nous n'acceptons pas. Hein, par exemple, imaginons que nous voulions que A soit positif, hein, donner un nombre positif. Alors, il n'y a pas d'erreur. Si je fais A
égale int de A, évidemment, il y a float input, il n'y a pas d'erreur, parce que si je mets, voilà, par exemple 0, bah, ça marchera. Mais moi, je veux pas que ça marche. Donc, je vais dire à ce moment-là à Python, alors je me mets mon if, vous voyez, bien aligné et décalé par rapport à la boucle try, je vais dire, bah, if A inférieur ou égal à 0, 2 points, j'oublie pas, là, je vais dire, ça pour moi, c'est une erreur. Et ça se dit avec la commande raise, qui veut dire, en gros, lever l'erreur. Raise, alors je peux lui donner un nom, hein, je peux l'inventer, bon, doit être positif, error. D'accord? Voilà, alors je peux même mettre un petit message, hein, par exemple, quelque chose du style print, attention, doit être positif. Doit être positif, voilà. Ok? Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Python va considérer que c'est une erreur, parce que je lui ai dit que c'en était une. Il va vérifier est-ce que c'est value error? Non. Est-ce que c'est 0 division error? Non. Alors, dans ce cas-là, il va rentrer dans la commande problème, c'est-à-dire toutes les autres erreurs. Donc, on va tester ça. Je lance mon programme. Donner un nombre positif. Je mets -8. Vous voyez, attention, doit être positif, problème. Donner un nombre positif. 0. Donner un nombre positif. Je boucle éternellement tant que je n'aurai pas un nombre positif. 8. 4. 8, 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et vous voyez que à partir du moment où je sors de ma boucle, break, là, le programme continue. Print. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer dans la boucle try. Une dernière commande que je vous montre d'ailleurs qui est finally. Finally, c'est ce qui s'exécute dans tous les cas. Donc je vous mets ça comme ça. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt au stade où on en est, mais je vous le mets quand même dans tous les cas. C'est-à-dire que l'erreur ait été attrapée ou pas, qu'il y ait une erreur, que tout soit bien passé ou pas, ça s'affiche. Enfin, ça s'exécute. D'accord? 15, 89, vous voyez, dans tous les cas, ça s'affiche. Et à la fin, le programme continue. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. C'est plein de petits trucs, mais qui permettent un peu de sécuriser vos programmes. Et puis on se retrouve donc pour la vidéo numéro 8 sur les listes. Je vous dis à très vite. Au revoir.